Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler d'impression 3D, mais aussi de plein de couleurs avec cette H2C de Bambu Lab. Alors, peut-être que comme moi, vous aimez bien l'impression 3D, peut-être que comme moi aussi, vous aimez l'impression multicouleur, multimatériaux, mais peut-être que comme moi aussi, vous êtes frustré avec les solutions qui existent plus ou moins sur le marché, avec tous ces petits déchets, ces petits poups que l'on a lorsque l'imprimante doit purger un filament avant d'en remplacer un autre. Et en plus, tous ces systèmes-là prennent un temps d'impression relativement dingue. Moralité, ouais, j'ai envie, mais je suis frustré, ce qui fait que j'évite au maximum d'imprimer en multicouleur, ou multimatériaux, mais principalement multicouleur, ou quand je le fais, j'essaie de réduire au maximum le nombre de couleurs possibles pour que ça aille le plus vite possible et avoir le moins de déchets. Bref, c'est pas toujours super top. Alors, on a commencé à voir des solutions qui sont arrivées il y a quelque temps déjà maintenant sur le marché avec les imprimantes multi-têtes. En gros, on a un filament par tête d'impression, on a 4-5 têtes d'impression, ce qui veut dire que dès qu'on change, la tête fait que, changer, si on peut dire. Ça prend quelques instants, il y a quasiment pas de déchets, un petit peu, de tour de purge, et ça permet d'avancer. Sauf que le problème, c'est que ces solutions-là, notamment, je pense à la Prusa XL, coûtent relativement cher pour avoir un volume d'impression relativement conséquent. Vous avez d'autres solutions qui sont en train d'arriver sur le marché, mais beaucoup plus petits, un peu plus petits, on va dire, avec notamment des imprimantes beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus pour un monde, on va dire, hobbyiste. Mais il manque, entre guillemets, un petit peu une position pour les gens qui ont des besoins un peu plus professionnels, voire beaucoup plus professionnels, avec des matériaux techniques et pas forcément imprimer que des choses en multicouleur ou tout le temps multicouleur. Ou alors, qui ont besoin d'imprimer au-delà de 4 habituels, on va dire 4 couleurs, qui ont besoin de 5, 6, 7 couleurs, voire beaucoup plus, mais on va rester sur du 7 dans l'immédiat. Alors Bambu Lab est arrivé il n'y a pas très longtemps non plus avec une solution pour justement, dans certains cas, améliorer les choses avec la série H2, notamment la H2D, D comme dual, une tête d'impression avec 2 bus qui permet de basculer très rapidement d'une couleur ou d'un matériau à l'autre. Alors, c'est vrai que très souvent, il y a plein de designs, 2 couleurs, ça suffit largement. Ou dans d'autres cas, on va vouloir mélanger finalement 2 types de matériaux, un filament pour votre impression 3D et un autre par exemple pour les supports. Ce qui fait que ça va très très vite, on réduit considérablement les déchets, mais dès qu'on va aller au-delà de ces 2 couleurs, on est obligé de connecter un AMS, ces boîtiers que l'on a ici, avec plusieurs bobines, et là on retombe dans l'habituel changement de filament, de purge, de petits caca, etc., etc. Bref, c'était un point de départ intéressant, mais quand même limité pour ceux qui veulent faire plus de 2 matériaux. Et la solution est arrivée donc avec la H2C, il n'y a pas si longtemps que ça, en gros la H2C c'est quoi? C'est une H2D, sauf que la buse de droite est interchangeable avec ce système qui s'appelle le Vortec, donc qui propose d'avoir 6 buses totalement différentes, interchangeables, qui chauffent par induction, donc ultra rapidement, et en gros vous allez avoir une buse dédiée par type de filament, ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir donc la buse de gauche, et donc 6 buses interchangeables de l'autre côté pour un total de 7 matières différentes. Alors, pourquoi pas avoir 6 buses interchangeables? Parce que très souvent, on fait qu'une seule couleur, ou comme je le disais, comme la H2D, d'avoir besoin que de 2 matières finalement différentes. Donc là, on a un peu le meilleur des 2 mondes, une double tête pour aller très vite dans certains cas. Et lorsqu'on veut faire du multicouleur, éventuellement beaucoup plus avancé que 2 couleurs, donc jusqu'à 7 couleurs, on peut passer par ce système donc de changement de buse. Et forcément, j'ai mis cette imprimante en test, ça fait donc depuis quelques temps que je l'ai. J'ai pas mal d'heures maintenant au compteur avec pour différents types d'impressions. Vous envoyez une partie donc dans le test en vidéo, parce qu'au moment où j'ai enregistré, et même cette partie-là, j'ai fait d'autres impressions. Ça devient, je vous le dis dès maintenant, je vous spoil la fin, c'est mon imprimante principale, il n'y a pas de mystère par rapport à tout ça. Et donc tout ça est quand même plutôt bien beau sur le papier, rien que déjà d'avoir 7 couleurs, ça peut sembler quand même fantastique, mais vous allez voir dans ce test, j'ai fait beaucoup de types d'impressions différents, autant du multicouleur classique, on va dire illustratif, que de la pièce fonctionnelle. Donc j'ai pas mal de choses à dire au fur et à mesure. Retrouvez-moi bien sûr sur la conclusion pour revenir un peu sur les points forts et les points faibles, mais surtout je vais revenir aussi sur ce sujet du multi-tête versus multibuse, etc. Un petit peu de la compétition, histoire de vous donner mon point de vue par rapport à tout ça. N'oubliez pas, vous avez la ligne de temps directement en dessous, parce que histoire de voir les différents chapitres au niveau de la vidéo. Et puis le petit point quand même transparence, j'ai reçu la machine donc gratuitement pour en faire le
le test. C'est pas un test rémunéré, j'ai pas demandé de frais de production, donc voilà, c'est vraiment un test classique. Et je précise, Bamboula me laisse une paix royale pour la vidéo, il ne demande pas à vérifier ni quoi que ce soit, donc c'est quand même franchement plutôt cool. Donc pas mal de choses à dire, comme je vous le disais il y a quelques instants. En tout cas, n'hésitez pas à profiter des commentaires pour poser vos questions sur cette machine-là. Bien sûr, en description de la vidéo, donc vous cliquez sur petit plus, vous avez tous les liens qui sont affiliés comme d'habitude. Si vous voulez supporter la chaîne, vous voulez acheter une machine de chez Bamboula, cliquez sur les liens. Ça change pas grand-chose pour vous. Pensez à couper vos adblocks au passage. Voilà, donc ça permet de supporter la chaîne. Et puis, on va attaquer tout ça. Et on va commencer par les spécifications, alors dans les grandes lignes, parce que tout est indiqué sur le site internet. Le volume d'impression, on est sur la largeur, sur du 30 ou 32 cm, ça va dépendre en fait si vous avez une buse en action, celle de droite ou celle de gauche, ou alors les deux. Donc il y a une petite différence. En profondeur, on est sur du 32 cm et du 32,5 en hauteur. Donc on est quand même sur un bon volume d'impression. Au niveau de la vitesse justement d'impression, on est à 1000 mm par seconde pour le déplacement de la buse. Donc on va imprimer souvent dans les 200, 300, 500 en fonction de ce que vous allez faire, une accélération de 20 000 mm par seconde au carré. Vous avez au niveau du flot l'élément quand même très important, c'est-à-dire la quantité de filaments que peut sortir la buse. On est en fonction des buses que vous allez avoir, à environ du 20 mm3 par seconde pour notamment les buses classiques. Vous pouvez monter jusqu'à 40 mm par seconde si vous mettez des buses high flow, donc voilà, des buses beaucoup plus rapides. Bon, je vous cache pas, dès maintenant, j'ai pas saturé la machine pour des besoins tout à fait standards. Sinon, vous avez au niveau de tous les moteurs, c'est des moteurs faits sur mesure, en close loop, etc. Vous avez un châssis super rigide, aluminium, acier, tout ce que vous voulez, ce qui veut dire qu'on a une machine qui est très rigide, histoire de justement être la plus précise possible. Et vous avez dans la continuité de cette précision, c'est bien d'avoir une machine qui est précise et rapide, mais il faut aussi être capable de supporter des filaments techniques. C'est pour ça que la machine, en plus d'avoir 500 milliards de capteurs de tout ce que vous voulez à droite à gauche, a un plateau qui monte à 120 degrés, donc c'est bien pour les filaments techniques. Les buses montent toutes jusqu'à 350 degrés et en plus, le caisson, on va dire, interne, la chambre d'impression, monte jusqu'à 65 degrés, donc système donc, de ventilation géré, mais peut aussi marcher les portes fermées avec un système franchement très ingénieux de trappe qui souffle pour laisser sortir la chaleur quand on fait des filaments moins techniques par exemple comme du PLA. Donc bref, tout est régulé, ce qui veut dire qu'on peut autant faire des filaments très classiques comme du PLA, TPU, PETG, etc. mais en même temps faire des filaments très techniques, par exemple du PPS où on va monter effectivement avec des buses à 320 degrés par exemple pour de l'impression 3D. Et pour finir dans les petits trucs de présentation globale, vous avez un super grand écran tactile, franchement l'interface est très très bien faite, la Bamboula est très bon là-dessus. Vous avez la caméra, on va voir par la suite, qui marche quand même plutôt bien. Vous avez aussi un système de filtration à l'intérieur avec filtration HEPA, charbon actif pour les composés organiques volatiles, etc. Ce qui veut dire que la machine ne va pas trop dégager finalement de mauvaises odeurs, ce qui, bon, pour le PLA et tout, on s'en rend relativement compte, mais dès qu'on fait des filaments techniques, il faut aussi spécialement filtrer. Voilà, donc il y a sur le papier, en fait, c'est la machine, entre guillemets, idéale. On va voir concrètement si c'est le cas ou pas. Bon, on commence par l'unboxing assez rapidement. On a quand même un gros carton, une machine très très bien emballée, avec vraiment pas mal de protection autour. Et il vous reste plus qu'à enlever les différents scotch, mais surtout, vous avez, dans mon cas, la version combo, l'AMS à l'intérieur. C'est juste des vis, on va dire, à enlever. Tout est quand même plutôt bien marqué. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Bon, quelquefois, il faut atteindre quand même les différentes vis, mais voilà, ça se fait franchement très très bien. N'oubliez pas surtout à l'intérieur d'enlever les vis de protection au niveau du lit, le chariot qui supportait l'ensemble. Voilà, c'est quand même quelques petites opérations à faire. Vous avez des scotch vraiment partout pour protéger la machine, des petites mousses, donc vraiment faites le tour pour être sûr de rien oublier. Et il est temps forcément de lancer la machine pour la première fois et donc faire cette configuration. Alors, il y a juste à suivre en gros les étapes sur l'écran. Franchement, l'écran, il est super agréable, il est très très grand. On rentre le réseau Wi-Fi, etc. On se connecte. Alors, des petits couacs, un petit peu début de connexion. Bon, ça s'est estompé très très rapidement. Vous scannez avec votre téléphone l'application Bamboo Handy. Comme ça permet de lier la machine au compte. On suit les différentes étapes et on laisse faire directement la machine. Et puis rapidement, je me trouve avec un message d'erreur et en dessous une barre LED rouge qui m'indique il y a une erreur. Et en fait, là, je me dis, ça se trouve, j'ai une galère sur ma machine, je comprends pas et tout. Le Vortec, la tête comme ça marche très très bien.
bien. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'insiste, je cherche. En fait, la raison était très très simple. Il y avait 2 vis que j'avais oubliées qui tenaient le plateau en place. Donc vraiment, quand je disais il y a quelques instants, faites attention à bien enlever toutes les vis, c'est vraiment le cas. Bref, une fois que le tout a été fait, là, c'est vraiment parti. La machine a pu se calibrer. D'ailleurs, il y a tout un process de calibration qui est un petit peu long, environ une demi-heure pour tout calibrer au niveau de la machine. Bon, il n'y a rien à faire, hein, prenez-vous un café, faites autre chose pendant ce temps-là. Et notamment, alors c'est pas nouveau, mais le système de réduction du bruit des moteurs qui marche franchement d'une façon assez fantastique. Ensuite, il y a de la calibration au niveau des buses, etc. Vous avez le nivellement au niveau du plateau. Donc vraiment, laissez faire tout ça. Et des fois, la tête, elle cogne. Vous savez pas ce qui se passe. Cherchez pas à comprendre. Et là, vous commencez aussi à voir de temps en temps le système Vortex qui se met en place, qui bouge légèrement, ce qui est quand même franchement assez rigolo à voir. D'ailleurs, la calibration de ce système Vortex prend un petit peu de temps aussi. La lecture des buses, tout ça. Alors, je précise, c'est quand même livré avec 5 buses, 3 buses en 0,4, une en 0,2, une en 0,6. Voilà, des buses qui sont finalement toutes petites et toute la techno est dedans. C'est-à-dire que la machine sait, grâce à ces buses-là, enfin, il y a une communication, bien sûr, la température du filament, mais aussi le type de filament, la couleur du filament pour optimiser vos processus d'impression, ce qui est quand même franchement assez bien. Et l'installation de ces bus sur le système Vortex est relativement simple aussi, c'est aimanté. Faut juste trouver le petit clips, on va dire, pour les aligner et ça se fait comme ça assez rapidement. Bon, on va se faire l'éternel benchy qui est proposé avec la machine. Alors, j'avoue que Bambu Labs, ils se la sont joués malin. Ils ont orienté le benchy et ils l'ont mis au plus proche possible de la ventilation pour être sûr qu'il y ait le meilleur refroidissement possible pour améliorer, on va dire, la qualité. Bon, voilà, on laisse tourner la machine, on la regarde tourner. Franchement, on voit que c'est une belle bête quand même, hein. C'est vraiment une belle machine. Et surtout, on constate que la machine, elle gigote énormément. En fait, les pieds en dessous sont hyper flexibles. Le but étant de réduire l'inertie causée par la tête qui est quand même relativement grande et relativement lourde, histoire d'améliorer la qualité d'impression. Donc si ça bouge beaucoup, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc l'impression se passe bien et puis je décide d'en faire un deuxième et cette fois-ci en mettant la vitesse proposée donc par défaut, je dirais à fond, donc gratter un petit peu au niveau de l'impression, ce qui joue bien sûr sur les tremblements de la machine et on voit effectivement que la H2C, on n'est pas étonné non plus, mais permet d'imprimer comme ça vraiment super rapidement. À la fin, on a donc les 2 benchy. Alors je précise, le benchy imprimé en vitesse normale est quand même de meilleure qualité que celui imprimé plus rapidement, mais la différence n'est pas vraiment super flagrante entre les deux pour dire que on peut imprimer vite sans trop dégrader la qualité. Le premier projet a été finalement d'imprimer un système de rack pour mettre les 2 AMS, vu que j'en ai 2 l'un sur l'autre, modèle recommandé par Bambu Lab directement dans sa documentation. Je me suis dit, bon allez, j'imprime ça directement. Il y a en gros 2 plateaux avec quand même 2 bons gros morceaux. J'imprime tout ça en PLA, donc vraiment rien de compliqué, une seule couleur, donc vraiment l'impression standard. On est quand même content d'avoir une grande imprimante pour le faire. On laisse tourner l'imprimante, on voit quand même que ça marche plutôt bien, que ça colle bien sur le plateau au niveau de vos impressions, ce qui est quand même un point, on va dire, non négligeable. Et j'en profite pour monitorer tout ça avec l'application, parce que quand je suis rentré chez moi, j'avais plus l'œil sur l'imprimante. Et là, contrairement à mon habitude, moi, de la A1 qui a, on va dire, un flux vidéo pas terrible, là, c'est ultra fluide, ce qui est vraiment plutôt très cool. Au final, après 10 heures d'impression, je me retrouve avec notamment cette grande pièce imprimée, qui était d'impression franchement nickel, qui se décolle bien du plateau à froid. Vraiment, c'est plutôt beau, je dirais dans l'ensemble, un petit peu quand même de ghosting au niveau du texte, hein, au niveau des pièces, mais bon, c'est histoire de chipoter un petit peu. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler le tout, hein, franchement, suite les étapes, hein, un petit peu de colle là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la vidéo justement sur de la colle, j'en parle de cette colle, j'en suis vraiment ultra content. Bref, on colle, etc. Et après quelques petites minutes, on a notre système je dirais, support pour de l'AMS directement prêt à l'emploi. Mais je reparlerai dans quelques instants. Alors là, un projet un petit peu différent, on va attaquer le multicouleur avec une Tifa générée en IA. C'est un ami en fait à moi qui m'a demandé de lui imprimer ce modèle qu'il a préparé. Alors il a l'avantage d'avoir peu de couleurs, on voit quand même déjà effectivement certains détails, notamment au niveau de l'oreille, des petits artefacts qui vont rester. On se rend compte que là, on a sur la H2C une tour de purge de 80 grammes environ. Donc bien sûr, n'hésitez pas à regarder les statistiques. Vous avez surtout
surtout avec ce système d'organisation, c'est-à-dire la couleur la plus utilisée sur la buse de gauche, donc là ici la couleur peau, avec 357 grammes de filaments économisés et surtout 772 changements de buse en moins avec ce système-là, ce qui est quand même pas, je dirais, négligeable. Donc n'hésitez pas à vérifier votre impression avant de la lancer. Voilà, modèle quand même franchement relativement simple à imprimer, hein, je ne vous le cache pas. Et surtout, c'est que j'en ai profité pour l'imprimer avec la A1, pour faire vraiment une comparaison avec un système plus classique d'AMS. Je vous mentionnais la caméra qui a vraiment un flux pas terrible pour comparer, voilà ici, avec le flux haute résolution de la H2C. C'est vraiment le jour et la nuit. À la fin, sur la A1, bah, l'impression s'est bien passée, mais regardez-moi cette quantité de petits caca à côté. Et surtout, une impression qui a pris 28 heures et 38 minutes. Donc, gardez bien ce temps en tête. Et j'ai lancé exactement le même fichier, le même G-code, les mêmes paramètres, les mêmes vitesses, tout pareil sur la H2C, sauf bien sûr l'ordre de changement des filaments, donc sur la tête principale pour la couleur peau. Et j'ai lancé, on va dire, l'ensemble. Et ça, franchement, pour vous dire que ces vitesses de changement peuvent être rapides, regardez ici, on a un changement de buse, donc de droite vers la gauche, qui a pris 8 secondes et quelques centièmes. Donc c'est quand même forcément très rapide pour faire voilà ce changement. Donc ces changements-là, lorsque c'est le gros de l'impression, ça va très vite. Et donc si on compare ça avec une imprimante finalement multitête, eh ben c'est pas plus lent, tout simplement. Mais effectivement, là on est que sur 2 couleurs possibles. Et puis je me lasse pas de voir ce système Vortex tourner lorsque ça change des bûches, c'est vraiment hypnotique, c'est vraiment super cool. Et puis à la fin, on a un total de 11 heures et 16 minutes d'impression. Je vous rappelle, on avait 28 heures et 38 minutes d'impression pour la A1, ce qui veut dire qu'on a quand même 17h22 de différence entre deux. En gros, j'aurais pu imprimer 2 fois le modèle avec la H2C comparé à la A1. Et vous imaginez, je n'aurais mis 2 sur le plateau, voire 4 sur le plateau à cause de la taille. Je vais faire une production beaucoup plus importante. Bon, enlever les supports, pareil, aucun problème. J'avais un petit peu peur pour les cheveux et franchement, ça a très bien tenu. Là, le profil par défaut, et ce qui est quand même un point très important, marche quand même franchement très bien. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la comparaison entre la qualité d'impression de la A1, qui est quand même réputée pour être une excellente imprimante 3D, et donc cette H2C. Et là, vous voyez, rien que sur les cheveux, c'est sans appel. Celle qui a encore des supports, c'est la A1. Au passage, la qualité d'impression est bien meilleure, et si on regarde vraiment en gros plan, notamment au niveau du visage, on voit quand même des différences de qualité, et à l'œil nu, c'est vraiment significatif. Alors attention, les 2 imprimantes marchent très bien, et la A1 marche très bien, mais on voit bien que la H2C, elle est d'une façon nettement supérieure en termes de qualité d'impression entre les 2 machines. Et puis arrive la pesée de la tour de purge, 51 grammes pour la H2C et 2,45 grammes de petit caca, qui est juste la purge initiale. Alors que sur la A1, on est à 59 grammes 27, donc on a les 8 grammes de différence. Mais surtout, c'est les petits cacas. Vous m'excusez, je les ai pas pesés, mais je pense que les images parlent par elles-mêmes. Bon, et tant que je suis dans la couleur, ce petit projet avec ces petits orques articulés, là c'est 2 couleurs, donc forcément ça va ultra vite, parce que le temps de changement de buse va être de 8 secondes en moyenne. Alors vous avez les statistiques, hein, comme d'habitude. Il n'y a plus qu'à lancer ça directement avec la machine, le tout se fait en Wi-Fi, on appuie sur un bouton, etc. On a les informations de buse, droite, gauche et tout. Franchement, c'est très bien fait, vraiment dans l'ensemble. Et puis, il n'y a plus qu'à lancer les impressions. Alors, je précise dès maintenant, je n'ai eu aucun problème de première couche. Franchement, dans l'ensemble, ça marche nickel. On a des super premières couches, sachant que je n'ai pas recalibré le plateau, mis à part la calibration initiale, ou sauf quand j'ai fait une mise à jour du micro-logiciel. Mais vraiment, ça marche très bien et avec tous les matériaux que j'ai utilisés. Ça veut dire que globalement, on a confiance. Alors, attention, petit bémol. Dès que je fais des filaments techniques, j'utilise de la colle que je mets sur le plateau pour éviter les déformations de wrapping, donc liées à la chaleur et tout ce qui va à côté. Mais pour dire que la première couche en elle-même, franchement, ça marche nickel. Et après 20h35 d'impression, j'ai tous mes petits orques. Par contre, j'ai été confronté à un problème, c'est que le filament blanc était un petit peu humide. Donc, j'utilisais la fonction pour sécher les filaments, le dryer intégré avec l'AMS2 Pro, ce qui est quand même franchement un ajout non négligeable
tout pour les filaments un petit peu techniques. Donc voilà, on dit l'interface, le temps qu'on veut pour justement sécher les filaments, on lance. Et là, j'ai relancé l'impression avec une version surtout beaucoup plus fine au niveau donc de l'épaisseur des couches, histoire de voir la qualité. Et là, on a un résultat qui est quand même beaucoup plus qualitatif au niveau de la surface, notamment sur le dessus au niveau de ces orques. Pour après, on chipote sur la qualité. La version de base est quand même plutôt bien, mais d'augmenter le nombre de couches fait qu'on augmente la qualité. Par contre, mécaniquement, on augmente le temps d'impression, encore plus si vous avez pas mal de couleurs. Maintenant, un petit projet de délire, vous voyez, un modèle généré à partir d'une image avec de l'IA, la qualité est vraiment dégueulasse, c'est pas grave, j'ai sculpté, j'ai fait une médaille en bas-relief avec ZBrush pour les 50 ans d'un archer de mon club de tir à l'arc. Là, c'est 2 couleurs, franchement, c'est ultra simple, il y a vraiment rien de compliqué. On voit les résultats, on n'a plus qu'à lancer l'impression. Vous remarquez quand même que souvent, lorsqu'il y a une première couleur qui n'existe pas dans une buse, il y a forcément une purge, d'où les petits cacas qu'on a vus juste avant pour l'impression de Tifa. Il n'y a qu'à laisser faire, mais ça le fait en général que la première fois lorsqu'il faut changer. Donc là, ça se lance pour imprimer la deuxième couleur, ça fait les allers-retours, et là je me suis retrouvé avec un petit message d'erreur, et aussi la machine, voilà, justement en pause, avec un problème sur l'AMS. La raison est simple, j'avais une bobine de filament avec le spool, donc le carton finalement qui tient le filament, qui était un peu déformé, et ça l'AMS il aime pas trop, donc j'ai dû remettre un petit peu en place. J'ai relancé et ça a bien marché. Mais attention, la MS2 Pro aime bien les bobines qui sont en plastique et pas vraiment en carton. Puis à la fin, j'ai une médaille, alors un peu kitsch, je vous le cache pas, mais c'était vraiment un délire pour rigoler. Et je reste dans la couleur avec ce projet de masque articulé de Katrina, fait par Pipecock. C'est très bien que j'aime cet artiste. Modèle vraiment hyper beau déjà à voir, bien modélisé, sculpté et tout, pas mal de détails. Et je l'ai poussé à 5 couleurs au lieu de 4. Et vous voyez, le slicer fait directement son organisation au niveau des buses pour gagner justement en temps d'impression. Quand même prévu pour 2h15. Donc vraiment une assez grosse impression. On lance l'ensemble, pareil, première couche qui accroche nickel. Et là, on commence à voir le jeu de couleurs. On se dit, ah, franchement, ça va être vraiment sympa. Alors, bien sûr, vous avez les changements de couleurs et vous avez systématiquement la tour de purge pour optimiser finalement le début de l'impression au maximum possible pour garder la qualité. Et puis, forcément, une impression qui dure autant de temps, j'ai continué à la monitorer directement chez moi. C'est ça qui est vraiment bien avec l'application. Et comme tout à l'heure, je le disais, on a vraiment un flux vidéo qui est quand même hyper fluide, ce qui veut dire qu'on voit vraiment ce qui se passe. L'imprimante étant éclairée de l'intérieur, on a une bonne vision, y compris de nuit. Et en plus, le plateau descendant progressivement, l'angle de la caméra est parfait à chaque fois. Et ça, c'est vraiment un confort agréable. Bref, l'impression se continue au fur et à mesure. Et donc, après 2 jours, 15h et 35 minutes, on a le résultat. Et surtout, quand même, pour vous rappeler que le slicer avait estimé à 2 jours, 15 heures et je crois 15 minutes. Donc, vous voyez, il y a 15 minutes de delta entre deux sur 2 jours et 15 heures d'impression. L'estimation du slicer est quand même plutôt bonne. Et puis surtout, vous voyez, la qualité d'impression, elle est vraiment nickel. C'est ultra beau. Et vraiment, ce masque, à voir en vrai, il est vachement plus impressionnant que ce que vous voyez en photo. Et puis, point de vue déchets, il y a la tour de purge, effectivement, les tout petits cacas, quelques petits supports, bref, pas grand-chose. Alors des fois, j'ai des remarques dans mes tests d'imprimante 3D où on me dit « Ouais Thomas, c'est bien de montrer des trucs artistiques, comme par exemple ce masque, mais moi j'aimerais bien voir des objets un peu plus techniques, mécaniques et tout. » Alors certaines machines s'y prêtent pas trop, celle-là s'y prête relativement bien. Et j'ai été confronté à un problème de mon éclairage principal où le support qui se trouve, on va dire, à la base du projecteur a cassé complètement. Et ça me pose quand même un gros problème parce que racheter un projecteur pour ça serait un peu dommage. Je me suis dit bon, et puis vous voyez, par rapport à mon pied, c'est quand même un gros projecteur qui accroche, qui tient sur pas grand-chose. Donc un petit coup de fusion 360, j'ai remodélisé entièrement la pièce. Et puis là, je me suis dit, alors je vais forcément tester parce que l'imprimer directement, je vous cache pas, quand on fait des cotations, tout ça, on fait des mesures, il y a toujours un petit delta, c'est pas un scan 3D, ce que vous voulez. Donc j'ai fait des allers-retours avec des pièces que j'ai imprimées en PLA, histoire de voir l'ensemble, si tout marchait bien. Et là, j'avoue que c'était quand même très agréable avec cette machine-là de pouvoir enchaîner les impressions. Je modifie une valeur, je relance l'impression, elle imprime vite. Et puis là, le PLA, pour tester, forcément, c'est très très bien. Et donc à la fin, j'ai pu valider mon design. Alors mon design, c'est refaire la forme, mais surtout la résistance par rapport aux crantations, le positionnement des vis, etc., etc. Et là, j'ai pris mon plus beau PA6 GF. En gros, c'est du
nylon chargé en fibre de verre, donc filament plutôt technique. Et si on regarde bien, c'est conseillé de le sécher à 80 degrés pendant 12 heures. Alors déjà, j'ai lancé la chauffe directement de l'imprimante 3D, là vraiment au maximum 65 degrés à l'intérieur. Bien sûr, le plateau et tout se fait au niveau du menu, ce qui est assez agréable. Mais surtout, c'est que pour sécher mon filament, je n'ai pas l'AMS acheté. J'ai juste voilà, d'autres sécheurs de filaments, séchoirs, enfin bref, des dryers qui montent à 80 degrés. Mais c'est pas un problème, mon filament, hop, directement, je le connecte à la buse de gauche. Au monitor que tout est bien, il n'y a plus qu'à lancer directement l'impression avec les différentes options de calibration et tout. Franchement, c'est vraiment très très cool. Et là, il n'y a plus qu'à se dire justement, est-ce que ça va bien accrocher au plateau, est-ce qu'il n'y aura pas de la déformation et tout. Et vraiment, zéro souci pour imprimer ce filament, donc ce nylon chargé en fibre de verre. C'est la première fois que j'imprimais du fibre de verre. Faut pas oublier un truc, c'est que le fibre de verre, c'est ultra abrasif, donc d'où l'intérêt d'avoir des buses en acier renforcées. Et puis, assez rapidement, j'ai eu mes pièces que j'ai pu tester directement et surtout, on se rend compte de la résistance des pièces. C'est vraiment hyper costaud, entre guillemets, c'est incassable, enfin incassable dans un usage, on va dire, normal. J'en ai profité pour mettre des inserts directement à l'intérieur. Alors j'ai testé notamment ce Nutopress de Munition. N'hésitez pas à voir la vidéo directement. Donc voilà, les différents inserts. Il n'y a plus qu'à visser l'ensemble. On remet le tout directement et une fois assemblé, je me retrouve avec un projecteur qui remarche enfin. Et j'avoue que c'est quand même très pratique. Et tant que j'étais sur du filament en fibre de verre, j'ai réimprimé des cale-portes parce que ceux que j'avais fait en PETG ont littéralement été explosés par quelqu'un. Donc je me suis dit, c'était voilà l'occasion de les réimprimer. Et franchement, là, c'est autre chose. J'ai fait d'autres systèmes voilà, pour nos portes. C'est hyper résistant et franchement, on voit l'intérêt du nylon. Mais je me suis dit, j'ai du nylon, autant voir ce que ça donne, donner un petit test de contrainte. Donc j'ai fait une espèce de marche, histoire de voir si j'allais pouvoir monter dessus. Alors là, petite déception, donc je me rends compte pendant l'impression qu'il y a des petites lignes qui apparaissent. Alors déjà, il faut voir un truc, c'est que la colle que j'utilise sur le plateau n'est pas faite pour des hautes températures, ce qui fait que ça s'est un peu décollé sur le côté et je me suis retrouvé avec des craquelures, des séparations de lignes, ce qui est un petit peu dommage, mais je me suis dit, allez, on va voir la résistance, je suis monté directement dessus. Je précise, je pèse 95 kg, ce qui veut dire que voilà, le filament se déforme, c'est du nylon, c'est pas le plus rigide, c'est un peu flex, mais forcément ça tient très très bien. Donc très content de ce type de filament. Toujours dans la pièce fonctionnelle, j'avais besoin d'un petit support pour mon écran, pour un graveur laser. J'ai récupéré un modèle, j'ai lancé l'impression, c'est vraiment du truc utilitaire, les petites impressions que je monte pas toujours en fait en général dans mes tests, mais surtout j'ai été bluffé, c'est du PLA franchement, par la qualité d'impression du produit fini. On le sort, on est à la limite de voir une pièce en plastique injectée, typiquement de l'ABS. Il n'y a vraiment aucune marque dessus, c'est vraiment hyper beau. J'aurais fait une impression avec des couches pas de 0,2 comme je l'ai fait ici, par exemple, je sais pas, du 0,10 voire du 0,08. C'était trop long pour ce genre de pièce, mais je pense que j'aurais une pièce encore plus belle. Là, j'avoue que la machine m'a vraiment bluffé, alors que il n'y a rien de plus simple comme pièce. Bon, il va être temps quand même d'imprimer maintenant en 7 couleurs avec ce masque de Majora de tirer la légende de Zelda fait par 3D Print Dog. Et là, effectivement, c'est un masque très grand. Surtout, j'ai augmenté la taille d'impression pour aller au maximum sur la machine avec cette fois-ci donc 7 couleurs. Il faut savoir que le masque en fait 8. Alors pour tricher, j'ai enlevé une couleur. Vous allez voir par la suite, après, j'ai fait un petit coup de pinceau. C'est-à-dire sur une espèce de pointe, il y a du bleu. J'ai pas imprimé avec du bleu. Et là, c'est pareil. On est au niveau des statistiques. Il y a quand même toutes ces stats, vous voyez, 1,3 kg de filament pour ce masque qui est quand même, je dirais, relativement grand. Surtout, vous êtes parti pour 3 jours et 10 heures d'impression. Donc, c'est quand même une grosse impression avec le stress potentiel d'une impression qui a raté. Quand vous ratez ça, forcément, vous faites un petit peu la tête. Et surtout, si on regarde de près, j'en parlerai un peu plus tard, on voit quand même que c'est pas forcément super propre au niveau donc du slicer. En fait, c'est un paramètre à changer. Et puis, accessoirement, d'augmenter l'échelle du modèle va obligatoirement augmenter des défauts potentiels issus du modèle 3D. Et puis, au moment où je lance l'impression, je me rends compte à l'arrière que le système qui reçoit justement les deux AMS, il y a plein de petites poussières. A priori, le tube avec tous les allers-retours hyper fréquents du filament et qui va relativement vite, ça doit user donc le tube PTFE au niveau de l'accroche.
ce qui veut dire qu'il faut faire un petit peu de maintenance de temps en temps en coupant un petit 5 mm de tube, parce qu'il va finir à un moment peut-être par simplement lâcher. Pas lâcher en lui-même, mais on va dire ne plus accrocher et peut-être partir et faire rater une impression. Donc voilà, il y a un peu de maintenance quand même à prendre en compte. Mais surtout, je vous parlais il y a quelques instants des problèmes d'impression sur une impression aussi longue. Je me suis retrouvé avec un message d'erreur lié à l'AMS sur la couleur jaune. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques instants, je vous parlais des bobines en carton qui peuvent poser problème, mais là, ce n'était que des bobines Bambu Lab sur du filament Bambu Lab. Parce que, ce que j'ai pas dit dans la vidéo, en plus, il y a les RFID, histoire de détecter la couleur, le type de matériau, donc c'est vraiment très bien fait ces systèmes-là. Mais là, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. En fait, la raison est simple, ce sont des bobines de filament rechargeables, et quand j'avais donc inséré le filament rechargé avec la bobine, j'avais mal revissé, ce qui fait que la bobine ondulait sur les côtés et ça finissait par bloquer tout simplement. Donc c'est pas une erreur de la machine, simplement une erreur humaine. Et là, il n'y a plus qu'à laisser la machine faire son boulot, la regarder, donc travailler pendant ces 3 journées. Le système Vortec qui change ses buses hyper régulièrement. Voilà, c'est toujours hypnotisant. Et puis j'ai quand même un petit problème d'extrudeur à gauche, qui est la couleur noire, la couleur la plus utilisée. J'ai eu un message d'erreur, je lui dis tiens, c'est quand même bizarre. J'ai relancé l'impression, c'est reparti directement. Je précise, dans toutes les impressions que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est la seule fois où j'ai entre guillemets un faux positif de détection. Le pourquoi du comment, je n'en sais rien. Bref, le tout continue, cette impression hyper colorée. En plus, j'ai pris des couleurs les plus vives possibles, ce qui marche très très bien. Et puis, à la fin, effectivement, après 3 jours, 11 heures et pas 10 heures comme prévu d'impression, en gros, il y a une petite demi-heure de décalage. C'est donc 1,3 kg de filament. Il y a le résultat. Comme je vous le disais, pour la couleur bleue qui manque, j'ai pris des feutres acryliques pour un petit bout comme ça. Et ça va très très vite. Et je vais vous dire, c'est un petit truc aussi à vous dire, j'en parle dans certaines vidéos par le passé, quand vous voulez imprimer en multicouleur, des fois un petit filament en dégradé et justement des petits tracés comme ça ici et là avec un feutre acrylique acheté à pas cher sur Action, Amazon et tout, ça marche franchement très très bien et c'est beaucoup plus rapide que n'importe quelle impression multicouleur. Au passage, j'en profite pour coller forcément ce qui était à part avec toujours la même colle franchement qui marche très très bien. Et à la fin, on a un franchement super gros masque vraiment costaud qui pèse lourd à bout de bras, effectivement, ce 1,3 kg, on le sent très très bien. Des couleurs hyper vives, c'est vraiment bluffant de qualité. Mais comme je disais tout à l'heure, si on regarde de près l'impression 3D, on voit que ça vibre, enfin c'est pas que ça vibre, c'est qu'il y a des petits décalages très légers au niveau des couleurs, très visibles sur le noir, mais vous l'avez vu tout à l'heure, c'était visible dans le slicer. Si vous voulez atténuer ça, justement, il y a un paramètre à changer. C'est pas le nombre de couches, ou avoir plus de couches qui va, alors ça va bien sûr augmenter la qualité, mais surtout le temps d'impression. Le paramètre est lié simplement à la résolution des courbes que va faire le slicer. Vous augmentez cette résolution en baissant la valeur et là vous allez augmenter drastiquement la qualité d'impression. Attention toutefois, vous allez augmenter de façon significative le fichier G-code qui est envoyé à la machine pour l'impression, parce que au lieu d'avoir des petits segments d'une taille moyenne, ils vont être très très courts. Voilà, donc ça c'est un truc à garder en tête quand vous avez des baisses de qualité d'impression, que le modèle 3D vous semble bien, vérifiez ce paramètre directement de précision. Et au niveau des déchets, il n'y a que cette tour de purge, tout simplement, alors qui est creuse sur la fin, elle pèse un petit peu son poids, mais moins que je le pensais. Voilà, c'est quand même plutôt bien fait, et si ça se trouve, quand je vois l'état de la purge, j'ai presque envie de dire, on pourrait presque la diviser par 1/3 pour que ça prenne un peu moins de filament. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais de ce support AMS sur le dessus, où voilà, j'ai dit que j'allais revenir dessus. Bah oui, parce que ce système qui est proposé, il n'est pas pratique. C'est-à-dire que la partie dessus est vraiment très très haute, et la partie d'en dessous, on peut pas accéder aux bobines. Alors on peut le mettre à côté et tout, mais voilà. Et puis bon, j'ai un beau t-shirt maker, je me suis dit, autant modéliser moi-même le système. Alors je précise, dès le début, j'ai commencé avec un système que j'ai découpé au laser, j'étais dans un besoin urgent, et il faut avouer que le laser va très très vite, et puis j'ai des grandes machines, donc c'est quand même assez pratique. Ce qui veut dire que voilà, j'ai fait de la découpe, enfin j'ai préparé tout dans Fusion 360, j'ai fait de la découpe, un petit peu de colle et tout. N'hésitez pas à voir franchement le petit making-of que j'ai fait autour de ce projet-là, et je pose sur le dessus, et ça remarche directement. Mais c'est un petit peu dommage quand même de faire du laser, sachant que j'ai une imprimante 3D, vu que en plus, je me suis dit, autant faire un système qui puisse servir à d'autres personnes. Vous retrouverez le lien en description, je propose ce système-là directement sur MakerWorld, donc la plateforme de Bambu Lab, si vous l'imprimez pour votre H2C ou H2D ou H2S avec 2 AMS, voilà, il est disponible.
Donc un tour dans Fusion 360, hein, c'est pas très compliqué à faire ce genre de choses, mais il faut prendre un petit peu de temps d'avoir les bonnes cotations avec 3 morceaux, les 2 éléments latéraux avec en dessous des triangles de support, un élément central. Et le but, c'est que le système que moi j'ai fait doit se visser, on va voir ça par la suite. J'ai aussi bien évidemment pris les mesures de l'AMS pour bien positionner comme il faut. Et au moment de lancer l'impression, bah oui, avant j'ai fait, comme tout à l'heure pour ma lampe, pas mal de tests, hein, c'est-à-dire voir si tout s'emboîtait bien, est-ce que c'était les bonnes dimensions, est-ce que l'AMS s'accrochait bien sur les petites encoches que j'avais prévues, le vissage avait assez de place, etc., etc. Donc beaucoup d'itérations dans justement ce genre de projet. Maintenant, je vous cache pas que c'est quand même ce que je préfère faire. Et puis je lance la première impression avec du PETG HF. Bah oui, je voulais quand même de la résistance mieux que du PLA. Donc c'est aussi l'occasion de tester du PETG avec la machine. J'ai commencé avec les triangles directement latéraux. L'impression s'est passée forcément nickel, hein, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ensuite, j'ai mis des inserts dedans, comme je le disais il y a quelques instants, le but étant de visser le tout, même si honnêtement, la colle aurait très bien marché par rapport au modèle, mais je préfère une résistance dans le temps pour être sûr. Puis bon, je mets des AMS dessus, autant que ça soit quand même le plus fiable possible. Et j'attaquais ensuite les 3 plaques différents, les 2 latérales et tout. Bon, c'est pareil, il faut laisser tourner la machine, c'est pas très long, mais ça prend un petit peu de temps quand même, parce qu'il y a quand même une très grande surface. Et là, j'avoue que d'avoir justement une surface de travail d'environ 30 par 32, 32 par 32 en moyenne, ça permet effectivement de se lâcher sur la dimension des objets. Mais on est obligé de le faire en 3 morceaux. Au passage, observez la qualité de la première couche, j'en parle tout le temps, mais au moins c'est très très fiable, c'est quand même assez cool. Je précise, j'avais aussi de la colle en dessous comme d'habitude. Et à la fin, il n'y a plus qu'à vérifier que tout s'emboîte bien, remettre les inserts, revisser l'ensemble et à la fin, vous avez directement un système qui s'emboîte parfaitement, s'assemble très très bien sur la machine. Il n'y a plus qu'à mettre les AMS et voilà, c'est bon, il n'y a plus qu'à lancer les autres impressions. Et pour le dernier projet, quelque chose qui n'était pas prévu du tout dans la vidéo, mais j'ai un vieux chat, ma petite Moumoune va, pour ceux qui ont vu les vieilles vidéos, d'ailleurs vous la connaissez peut-être, dites-moi en commentaire si vous vous rappelez des vidéos dans lesquelles vous voyez mon chat, Neko, qui va avoir 20 ans dans quelques mois, elle a du mal à monter sur le lit, donc je lui ai modélisé une petite marche dans Fusion 360, que j'ai apporté directement dans le logiciel. Pareil, PETG, alors je précise, j'ai mis un élément central, parce que je sais qu'un gamin va s'amuser à monter dessus, ce qui n'a pas raté, et je voulais pas que ça casse, parce que le poids d'un chat et le poids d'un gamin qui a 20 ans, c'est quand même pas la même chose. Et là surtout, je me suis dit, Thomas, mais t'es bête, pourquoi pour tes impressions d'avant du support pour les AMS, t'as pas utilisé ta buse de 0,6 mm? Ouais, c'est dommage. Donc là, je l'ai utilisé. Alors je précise, des fois pour insérer la buse, il faut trouver un petit peu le petit cran. C'est pas toujours évident au premier coup. Mais bon, voilà, c'est un petit détail. Puis vous lancez la lecture des buses, comme ça, la machine sait vraiment quelles sont les buses, à quel endroit, parce que par défaut, elle ne le sait pas, donc elle doit mémoriser l'ensemble. Et il n'y a plus qu'à lancer l'impression. Mais il y avait un petit piège dans cette impression, c'est que je savais que je n'avais pas assez de filaments pour finir toute l'impression. Par contre, j'avais 2 bobines de PETG HF, grises, la même couleur pareil. Je les mets côte-côte, puis je regarde dans le menu pour justement le changement de filament. Bah oui, si je tombe en panne de filament, le but c'est de passer à un deuxième filament. C'était marqué, oui, ça change automatiquement si c'est la même couleur, le même filament, le même type, etc. Et tout. Je dis, nickel, tout parfait. Je rentre chez moi, et là, à un moment, je regarde sur le téléphone, en pause, la machine, oui, le changement de filament ne s'est pas fait. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est un truc que je dois creuser, là, maintenant, tout de suite. Mais bon, je remplace le filament dans la bobine, je relance l'impression, ça a marché directement. Mais j'ai quand même perdu une nuit. C'est-à-dire que pendant une nuit, la machine, elle a tourné pour rien, en attendant simplement que je remplace le filament. Alors, pour accélérer les choses, je suis passé aussi, j'ai augmenté la vitesse d'impression dans le menu. Bon, ça allait plus vite, mais on conserve des petits boudins sur les côtés. Je suis revenu en arrière au final pour gratter quelques minutes. Ça valait pas le coup. Mais c'est quand même bon à savoir que dans certains cas, vous pouvez comme ça booster directement la vitesse d'impression sans revenir par le slicer. Au final, l'impression se passe bien. Vous remarquez aussi que l'imprimante gère très bien les surplombs qui sont pas à 45 degrés, qui sont plus proches de l'horizontale. Il y a vraiment aucun souci. Et à la fin, je me retrouve avec ma belle marche comme ça directement avec les petits patins que j'ai rajoutés antidérapants et qui vont bien sûr chez moi, mais je suis désolé, je n'ai pas de vidéo de mon chat qui monte dessus, j'arrive pas à la choper au moment où elle monte sur le lit.
Bon allez, on va conclure un petit peu sur cette machine. Alors bon, il n'y a pas de mystère, on est sur le fleuron de Bambu Lab. Je paye par quatre chemins, vraiment, c'est une machine qui marche ultra bien, qui imprime divinement bien, qui est rapide, hein, qui propose pas mal de possibilités, surtout au niveau d'imprimer tous les types de filaments. Elle est quand même plutôt jolie, on va dire ce qui est, c'est quand même pas désagréable. Détail aussi non négligeable pour moi, tout du moins, c'est qu'elle est extrêmement silencieuse. Quand je dis extrêmement silencieuse, en fait, le plus bruyant, c'est le changement de filament et le vortex quand il se met en route. Mais par contre, si vous faites de l'impression typiquement en deux couleurs ou une seule couleur, la machine, vous l'entendez pas. En plus du fait qu'elle puisse être fermée avec le système de ventilation pour notamment les filaments classiques comme du PLA, où normalement on est censé ouvrir ouvert, la machine, elle sait se faire oublier. Et ça paraît pas, mais pourquoi je parle du bruit? Pour la petite histoire, donc j'ai trouble de l'attention et tout, et surtout j'ai énormément de mal avec l'accumulation des sons. Typiquement, une soirée dans un bar, un restaurant, tout le monde qui me parle, les bruits ambiants, mon cerveau, il part en PLS. Donc, pour moi, quand je travaille d'avoir une machine qui fait plein de bruit, et sachant que j'en ai plein dans le bureau, une en moins, c'est non négligeable. Ce qui veut dire que c'est une machine. Et ça, c'est un détail quand même qui est à prendre en compte. Entre le système entièrement fermé, la chauffe, tout ça, le système de filtration à l'arrière, donc pour filtrer donc toutes les émanations issues des filaments. Alors attention, on parle d'un filtre qui est soi-disant haut de gamme. Faut penser à les remplacer régulièrement, penser à ventiler, etc. Ne comptez pas que là-dessus. Mais pour dire que c'est une machine qui peut aussi être placée dans un bureau d'études, voilà, un endroit finalement de travail et pas la mettre, on va dire, à l'isolement, autant par le bruit que par les odeurs. Donc voilà, ça c'est un point qu'on mentionne pas toujours, mais que je trouve quand même, pour moi tout du moins, ultra important. Mais bon, comme je le disais aussi à certains moments, c'est que on est sur du haut de gamme. C'est une machine qui a un certain prix, donc on attend forcément le meilleur de la machine. Et comme le dit Bambu Lab, ce n'est pas un jouet. C'est vraiment marqué sur leur site internet. Ce n'est pas un jouet, c'est vraiment une machine plutôt destinée aux gens qui ont un besoin avancé de l'impression 3D ou qui ont besoin de production ou alors qui éventuellement se lancent dans un business et veulent trouver la solution la plus polyvalente. Voilà, donc il faut vraiment garder ça en tête. Et c'est pour ça que je disais avant, je mentionnais le bruit, bureau d'études, tout ça. C'est quand même une machine qui est destinée avant tout à ce genre de choses. Alors oui, on peut imprimer des plateaux de Pokémon pour vendre des impressions multicouleurs au-delà des 4 couleurs, bien évidemment, mais ça ne se destine pas du tout qu'à ça, c'est vraiment se destiner à n'importe quel usage professionnel, ou alors effectivement vous êtes un hobbyiste passionné maker et vous avez plein d'idées de projets, vous voulez une machine vraiment qui va vous permettre de faire tout ce que vous voulez. C'est plutôt ce genre de machine qu'il vous faut. Alors tant que je suis dans le bureau d'études, machin chouette, etc., il y a un point quand même que j'ai oublié de mentionner, en fait que je n'ai pas testé pour l'instant avec cette machine-là. En fait, il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de tester, sinon je sortais jamais la vidéo tout simplement. J'ai pas testé le TPU avec cette machine. Déjà, ça marche pas avec le système Vortex, sauf si vous achetez le TPU pour AMS de Bambu Lab. En fait, pourquoi je l'ai pas testé? Parce qu'au moment où je faisais mon test et tout ça, il était plus en stock tout simplement. Donc c'est un truc que je testerai sûrement par la suite. Mais surtout, ce que je voulais mentionner, c'est que le système Vortex avec ses buses à induction, on serait tenté de se dire c'est des buses un peu différentes, elles chauffent vite et tout, c'est que pour du PLA, voire du PETG, enfin des filaments de base. Non, c'est vraiment pour tous les systèmes, on va dire, enfin tous les types de filaments, y compris les plus abrasifs. Donc il n'y a vraiment pas de problème. C'est de l'acier renforcé. Il y a aussi des versions donc high flow. Et j'ai même posé la question à Bambu Lab, mais pourquoi la tête finalement donc de gauche, c'est pas aussi une buse, on va dire, à induction, parce que ça chauffe notamment très très vite. Bon, je pense qu'il y a des raisons simplement de fabrication de pièces réutilisables, mais pour dire que voilà, c'est franchement, on n'est pas limité à mettre n'importe quel filament sur n'importe quelle buse, et ça, c'est aussi un gros plus. Tant que je suis dans les filaments, j'ai dit on peut imprimer jusqu'à 7 couleurs. En fait, c'est pas vrai. On peut mettre donc 2 AMS sur le dessus, mais en fait, là, le truc, c'est qu'on va alimenter le système Vortex avec des AMS. Alors, ça peut être l'AMS classique, le 2 Pro ici, ou alors la version HT, donc haute température pour des filaments techniques, mais surtout sur la buse de gauche, on peut mettre 4 AMS. Donc on est à 16 couleurs et on peut rajouter 8 AMS achetés en complément. Ce qui veut dire qu'on peut arriver à un total entre le système Vortex et ses éléments complémentaires de 30 matériaux, 30 couleurs différents. Bon, dans la réalité, franchement, je vois pas l'intérêt de faire 30 couleurs parce que dès qu'on met un AMS classique sur la buse de gauche, on va retomber dans les temps d'impression très très longs, les purges, les petits cacas et ce genre de choses. Mais dans des cas spécifiques, si vous en avez besoin, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais vous pouvez augmenter bien plus que les 7 couleurs. Et ça, c'est pareil. C'est pas le truc que je vois un gros usage,
mais j'ai vu des gens sur Internet le faire, donc c'est qu'il doit quand même y avoir un usage à laquelle je ne pense pas. D'ailleurs, tant que je suis sur la MS2 Pro, donc cette version qui est ici présente, moi je connaissais que les AMS classiques sur notamment la X1C ou alors la MS Lite sur la A1 classique. Là, j'avoue que franchement, ça marche bien, surtout il est très rapide pour envoyer le filament, le récupérer, heureusement d'ailleurs. Et le fait d'avoir ce système pour sécher le filament incorporé, c'est quand même un gros plus. Alors attention, c'est pas parfait non plus pour autant. Alors, une mise à jour du firmware qui est arrivée il y a quelques jours, qui permet notamment de sécher le filament et faire tourner les bobines, mais vous pouvez pas faire sécher le filament pendant que vous avez votre impression qui tourne. En gros, il faut le faire avant, et quand l'imprimante tourne, ça reste, on va dire, à l'intérieur. Alors pour certains filaments un peu techniques, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas la fonction de continuer. Alors peut-être c'est pour des raisons de tension de courant ou je ne sais pas quoi. Voilà, maintenant, le but aussi, c'est de vous diriger vers, j'imagine, les AMS achetés, donc haute température, qui eux montent beaucoup plus haut en température. Vous avez vu, quand j'ai fait le nylon, j'ai dû prendre un autre sécheur à filament, séchoir. Je ne sais jamais comment on dit en français, je suis désolé. Bref, un dryer. À filament, j'en ai plusieurs parce que je voulais monter au-delà des 65 degrés. Je devais monter à 80 degrés. Et voilà, j'ai d'autres solutions. Mais pour dire que vous pouvez aussi mélanger les différentes solutions pour sécher vos filaments, pas forcément que celle-là. Mais dans le cas du système, je dirais l'AMS2 Pro là-haut, effectivement, avec une version Pro, j'aurais presque préféré que ça monte effectivement à 80 degrés, quitte à mettre une alimentation externe pour que ça marche beaucoup mieux. Mais bon, vous allez me dire, Thomas, ouais, tout il est beau, c'est la meilleure machine, etc. On va quand même pinailler un petit peu parce qu'il y a quand même des points négatifs. Vous en avez vu quand même certains dans la vidéo. Alors déjà au début, détectez pas le réseau, machin, ces trucs rapides, ça, vraiment ça a disparu. J'ai quelques mises à jour de firmware aussi entre temps qui sont apparus, mais voilà, les petits trucs comme ça. J'ai eu quand même ce problème, et ça c'est le problème de l'AMS justement, de ces bobines en carton qui ont posé problème, ou alors lorsque je faisais le masque justement avec le noir qui s'est mis en erreur, une seule fois c'est arrivé. Voilà, c'est des petits trucs qui tendent à, on va dire, plus ça avance dans l'usage de la machine, ils disparaissent ces problèmes. Et justement, il y a un truc qui m'avait un petit peu marqué, et je m'étais dit, je fais une parenthèse, pas sur la H2C, mais sur la H2D, lorsqu'elle est sortie. J'ai vu la machine, je me suis dit, waouh, super, mais je me posais des questions, une double tête, pourquoi à l'époque des multitêtes qui commencent à arriver? Et surtout, c'est que je voyais beaucoup de gens qui se plaignaient de la fiabilité de la H2D, que la machine posait des problèmes, patati, patata, des gens qui l'avaient renvoyé, vraiment une certaine colère à laquelle on n'était pas habitué avec les machines de Bambu Lab. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, lorsque la X1C est sortie, il y a aussi pas mal de problèmes, et avec les mises à jour logicielles, ça s'est affiné, et les problèmes ont disparu. Là, j'avoue que je vois plus ces gens s'énerver, comme la H2C, machine récente. Faut pas se leurrer, quand vous achetez une nouvelle machine, les marques chinoises sont très très bonnes pour le matériel, et souvent le logiciel arrive un peu en second temps, modulo certaines marques. Donc là, je pense que les tout premiers ont suivi un petit peu des plâtres, typiquement pour les H2D. La H2C, moi, elle est quand même globalement stable, mais là, maintenant, elle est devenue hyper stable. Alors, je n'ai pas 20 000 heures d'impression avec, mais pour dire que, voilà, j'avais une petite crainte, en fait, sur la H2C lorsqu'elle est sortie, pour me dire, je vais aussi avoir des galères, surtout avec la technicité du système Vortec, qui est quand même potentiellement une source de problèmes. Oui, plus il y a d'éléments mécaniques qui bougent, etc., plus ça peut poser problème. Ça n'a pas été le cas. Enfin, j'ai rien où je me suis dit, ah mon Dieu, ça marche pas, ça pose problème, c'est galère, machin, etc. Non, franchement, quand je vous dis que j'étais très content de la machine, c'est vrai, ça marche quand même très très bien. Mais bon, le truc c'est pas un point négatif, c'est plutôt le mode de fonctionnement, on va revenir sur la vitesse. Parce que je sais qu'en commentaire, vous allez forcément rebondir par rapport à ça. Comme je le disais, lorsqu'on passe de la tête principale, enfin la buse de gauche à une buse Vortec, c'est toujours la même, les allers-retours, c'est très rapide. Mais lorsqu'on change donc de filament entre systèmes Vortec, donc deux buses Vortec par induction, là, on se retrouve avec environ 40 secondes de temps de changement au niveau des matériaux. Par contre, qu'on ait du blanc, du noir, etc., là, le temps reste à quelques pouillèmes près, toujours la même chose. Mais ça prend quand même du temps. Ce qui veut dire qu'une machine comme ça, on est tenté d'imprimer 7 couleurs, d'aller au maximum, et pas aller que 4, 3 couleurs, comme je le disais dès le début de l'introduction. Ouais, mais 40 secondes, ça prend quand même du temps. Alors c'est sûr, entre 40 secondes de temps d'impression par rapport à 1 minute 30 pour les plus rapides que l'on a au niveau de la concurrence sur les têtes, on va dire, assez classiques, je vous épargne cette machine, des fois on monte à 2 minutes 30, 3 minutes quasiment pour changer de couleur, on en est très loin. Donc 40 secondes, c'est assez rapide. Ça veut dire que si vous avez, comme vous l'avez vu, la Tifa au début, où finalement il y a peu de changements de couleur, et souvent c'est que 2 couleurs qui changent, ça va très vite, c'est très très bien. Mais
c'est, on va dire, un cas un peu à côté. Vous prenez les 2 masques que j'ai faits, notamment très grands, il y a beaucoup de changements de couleur, et quand vous en avez 7, donc forcément, vous allez avoir au moins 6 temps de changement qui vont être à 40 secondes. Bah, ça commence à prendre du temps. Plus le nombre de couches, plus la taille de l'impression que vous allez faire. Donc pour dire que 40 secondes, c'est cool, mais en fait, qu'est-ce qui prend du temps? C'est pas la chauffe de la buse. Alors, ça prend un peu de temps, mais vous l'avez vu, la buse, ça chauffe en 8 secondes. Et c'est vrai, vous voyez le compteur qui monte, il dit, ah la vache, ça va super vite. Donc là, il y a à peu près 8 secondes. En fait, le plus long, c'est le système de l'AMS. Bah oui, votre bobine va revenir, le filament va être extrait, va remonter jusqu'en haut. L'autre filament va venir et descendre jusqu'en bas. La buse, pendant ce temps-là, elle chauffe, etc. Ça remplace les buses, ça se prépare. Mais on voit bien que la machine, elle est prête au niveau de la tête d'impression. Et puis, elle poireaute pour que le filament fasse son boulot. Ce qui veut dire que si le système AMS était plus rapide pour envoyer et rétracter le filament, mais surtout si la distance à parcourir par le filament était plus courte, le temps de changement de filament serait plus rapide. Et pour vous dire un truc, lorsqu'on a 1000 couches, enfin 1000 changements donc de filament, et là, des fois, vous avez vu, le masque, je sais plus, on était à 4000 changements de filament, mais juste 1000 changements de filament, le temps sur 1 seconde donc de gratter, ça correspond à 16 minutes. Donc sur 4000 couches, on a gagné en gros 1 heure. Ça paraît pas, mais c'est quand même pas rien. Et on parle d'1 seconde. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'arrière, du fait qu'il n'y a qu'un seul chemin pour le filament, donc les allers-retours. Et le problème, c'est que le tube donc en téflon, le PTFE, il est une longueur. Donc vous avez intérêt à le couper le maximum possible pour qu'il soit le plus court entre votre AMS et l'arrivée dans l'imprimante, en gardant quand même une courbure pour que le filament puisse bien circuler, bien évidemment. Mais là, chaque centimètre que vous gagnez, c'est des fractions de secondes que vous allez gratter. Et là, ça veut dire qu'on est obligé de couper comme ça le filament en fonction de la position. Et pourquoi mes AMS sont sur le dessus? Alors, pour des raisons de place avant tout, mais l'autre raison serait plus pratique qu'ils soient à côté de moi, enfin à côté de la machine plus bas, que en hauteur et tout. Alors je suis grand, c'est pas un problème, mais la raison, c'est pour raccourcir au maximum la distance de mon tube à l'arrière, pour gratter au niveau du temps. Donc vous voyez, ça c'est le truc un petit peu dommage. Alors qu'il y aurait un système comme d'autres imprimantes 3D, où il y a des AMS comme ça, enfin des équivalents, avec 4 tubes qui arrivent le plus proche possible de la tête d'impression, on va gratter énormément de temps. Donc là, c'est un peu dommage, du fait qu'ils ont utilisé l'AMS 2 Pro avec une seule sortie pour les imprimantes classiques. Avant, c'était pas un problème. Voilà, c'est dommage. Il aurait fallu un système avec 4 filaments dédiés et qui se rapproche le plus vite possible de la tête. Et là, on serait peut-être passé de 40 secondes à peut-être 20 secondes ou 15 secondes. Ça paraît pas, mais ça joue énormément fois le nombre, voilà, de changements que vous pouvez avoir. Donc ça, en fait, c'est pas un défaut de la machine. Alors oui, ils auraient pu optimiser, proposer des téflons de tailles différentes et ce genre de choses, d'accord. Mais c'est dommage parce qu'il fallait pas grand-chose pour accélérer d'une façon non négligeable le temps de vos impressions. Par contre, toutefois, vous l'avez vu à quelques reprises donc dans le test, le slicer gère très très bien les choses. Il essaie d'optimiser au maximum le placement des filaments, notamment avec la buse de gauche, mais aussi, ce que vous ne voyez pas forcément, c'est que la tête sait en interne quel était donc le filament qui était avant et la couleur du filament. Ce qui veut dire que si vous avez plus de cette couleur, vous avez plusieurs AMS et tout, vous allez, quand ça va faire un changement, si par exemple vous avez du blanc dans une buse, si vous avez un gris clair, il va plutôt prendre cette buse-là pour remplacer le filament, enfin mettre du gris clair dedans, que de mettre du noir, parce que la différence de couleur est relativement faible. Donc tout est bien pensé pour justement gratter, optimiser. Ce qui veut dire par là que je pense qu'ils peuvent encore gratter un tout petit peu au niveau du temps, mais pas de façon non plus significative. Donc, vous voyez, dans ces défauts, ils font ce qu'il faut. Et le point aussi que, alors, c'est pas vraiment un défaut, c'est dommage, mais mon petit doigt me dit, mon oreille a entendu qu'ils allaient corriger, enfin améliorer ça, mais je vais revenir. C'est que, vous avez vu, j'ai une buse de 0,2, une buse de 0,6 et plein de buses de 0,4. Moi, j'aimerais bien pouvoir, sur une impression, avoir un mur extérieur en 0,2, un mur intérieur en 0,4, le remplissage, par exemple, en 0,8 ou 0,6. Exemple que je donne. On ne peut pas le faire à l'heure actuelle. Si on fait de l'impression multi-matériaux, multi-filaments, etc., il faut absolument que toutes les buses soient de la même taille. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais pourtant, c'est un paramètre dans le slicer. Alors, pour connaître
vraiment comment ça marche un slicer de l'intérieur, c'est pas anodin comme développement parce qu'il y a vraiment énormément de contraintes à prendre en compte. Mais il faut pas se leurrer, vu le système que c'est et vu l'avantage que ça offre en termes de possibilités d'impression, de mix de matériaux, de jouer sur des transparences, des machins, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je pense qu'ils doivent bosser dur dessus. Mais à mon avis, on aura une version expérimentale pour commencer. Moi, franchement, c'est pour moi un des points les plus intéressants de cette machine-là. Et vous voyez dans les pour et contre par rapport au système Vortex, c'est que changer les buses, ça va très très vite. C'est vraiment, on déclipse, on reclipse, c'est aimanté. Ça prend quelques secondes. Donc on a cette liberté. Il faut juste que le logiciel suive. Le matériel, en gros, il est là. C'est vraiment du logiciel. Alors, toujours justement sur le système Vortex, qui est assez pratique, j'ai quand même l'inconnu de la durée de vie de ce système-là. Parce qu'on voit beaucoup de pièces qui sont en mouvement. Il faut penser de temps en temps aussi à huiler un petit peu les axes, etc. Il faut quand même penser juste à l'entretien de votre machine. C'est vraiment important. Surtout qu'en plus, ça bouge vite, etc. Voilà, c'est toute pièce mécanique mouvante en plus, c'est quand même un risque, on va dire, de casse, de panne, etc. Alors voilà, j'ai posé la question à mon contact justement chez Bambolab qui m'a dit oh, pouf, t'inquiète pas. Déjà, ça fait depuis 2 ans que notre système est en développement. Alors je sais pas si c'est vrai, mais bon, pour dire que ça fait quand même relativement longtemps que c'est en développement. Et en plus, bah on a fait des millions de changements de bus et tout. Et franchement, bah c'est super fiable, c'est stable, il y a pas de problème. Bon. À prendre avec des pincettes, bien évidemment, parce qu'ils vendent, on va dire, leurs produits, mais d'après, en tout cas, Bambolab, c'est testé pour une certaine robustesse. Et là, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas tester, malheureusement, des millions de changements, on va dire, de filaments. Alors, il y a quand même, c'est un petit défaut, quand même, sur le système Vortex, c'est que les bus, donc voilà, sont aimantés, mais ça peut vite arriver quand vous mettez de la colle, par exemple. Moi, ça va surtout dans ce cas-là. Quand je mets de la colle sur le plateau, eh ben, je peux cogner avec ma main une des bus, notamment la toute première bus qui se trouve sur le côté, vraiment, voilà, devant à droite, ou des fois, quand on enlève les plateaux, on garde des trucs, on peut cogner et faire bouger la bus légèrement, ce qui peut poser problème. Donc, faire attention à ce souci-là pour éviter des problèmes mécaniques avec votre imprimante. Et pour finir, on va attaquer cette petite discussion, si on peut dire, autour de la baston entre les solutions multibus et en face des solutions multi-têtes d'impression. Je disais au début de la vidéo, c'est une tête d'impression avec un filament dédié, les changements sont très rapides, donc c'est plus rapide pour changer de couleur et multi-tête par rapport à un système multibus. Alors, je vous le dis dès maintenant, c'est un débat qui est stérile selon moi. Pourquoi ? Parce que le premier critère que je regarde, c'est que j'ai un besoin. J'ai un besoin de multimatériaux, multicouleurs. Soit j'en prends 4, dans ces cas-là, il y a plein de solutions sur le marché. Effectivement, les multitêtes sont les plus rapides. Mais sont plus rapides avec un certain prix. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter une Bambolab A1 avec un AMS Lite pour faire un Pokémon par-ci par-là, ou alors aller vers la Snapmaker U1, qui est donc une solution multitête 4 couleurs, un plateau un petit peu plus grand. Franchement, elle a l'air très bien comme machine, mais pour dire que cette machine-là, par contre, je dois attendre fin mars, dans le meilleur des cas, pour avoir la machine. Je dis bien dans le meilleur des cas. Potentiellement des retards. Donc déjà, pour moi, là, maintenant, tout de suite, si j'ai un besoin, entre guillemets, maintenant, voilà. Et puis surtout, on est sur une machine qui est un peu plus de 2 fois moins chère que celle-là, qui n'a que 4 têtes, donc 4 matériaux. On est sur 7 maximum ici. Je vous épargne les AMS en plus et tout. On va rester sur la configuration standard. Et en plus, cette autre machine, elle est entièrement ouverte par défaut. Alors, il y aura des extensions possibles, mais par défaut, elle est entièrement ouverte. Ce qui veut dire que vous vous contentez principalement des filaments classiques, donc le PLA, le PETG, et je pense aussi le TPU. Ce qui veut dire que si vos besoins sont au-delà de 4 couleurs, déjà, vous l'enlevez de l'équation. Et surtout la disponibilité. Vous avez aussi, donc je l'ai mentionné au début de la vidéo, la Prusa XL, qui était la première multitête, qui est proposée jusqu'à 5 têtes d'impression, mais avec un prix en 5 têtes qui arrive, je crois, plus cher que celle-là. Vous n'avez pas le coffrage, alors oui, elle est un petit peu plus grande, vous êtes sur du 35 en termes de volume, ça paraît pas, mais 35, les 3 cm de plus de chaque côté, c'est quand même ça de plus. Mais pour dire qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus cher, et surtout qui commence un peu à être ancienne par rapport à la techno. C'est une bonne machine. Mais pour dire que là, maintenant, je voulais une machine, vous avez soit la Prusa, soit la H2C, ce qui limite quand même pas mal. Alors, je vous évite les Kickstarter, genre Wonder Maker, machin, etc., qu'on sait jamais ça va sortir et que franchement, c'est mal barré. Mais voilà, déjà pour vous dire que regardez la disponibilité, à quel moment il y a besoin de quoi, et voilà. Donc, voilà, et les types de capacités. Ensuite,
bah effectivement, les multitêtes, c'est le mieux en termes de rapidité. Mais vous avez 4 têtes d'impression ou 5 têtes d'impression. Vous le savez quand même, peut-être si vous faites de l'impression 3D, qu'à quel point on peut avoir finalement des galères de têtes d'impression, de bouchage de buse, etc. Donc plus vous en avez, plus ça va être compliqué. Voilà, ça peut jouer. Là, c'est très bête, mais le système Vortex, c'est qu'une buse en fait qui est à enlever. J'ai pas encore bouché une buse, ça va peut-être m'arriver, mais c'est un système finalement qui est quand même plus simple au niveau vraiment de la tête d'impression. Voilà. Un avantage pour moi là-dessus. En termes de vitesse, alors effectivement, oui, vous avez ces imprimantes multitêtes qui, en moyenne, prennent entre 6, 8, 10 secondes à changer de tête. Par rapport à 40 secondes sur le Vortex, on est quand même 4 fois plus rapide. Et plus il y a de changements, plus ça va être important. Mais Bamboulab, lorsque on est sur un changement juste d'une buse à l'autre, c'est toujours les mêmes, ce qui peut arriver dans pas mal de cas assez régulièrement, surtout si vous faites du 2 couleurs ou des supports et ce genre de choses, là vous êtes aussi rapide, voire légèrement plus rapide. Bon, c'est histoire de donner un argument. Donc, mais il faut quand même le prendre en compte. C'est-à-dire que des fois, moyenner l'ensemble sur 7 filaments, 7 couleurs, eh ben, c'est pas forcément si lent que ça. Alors, c'est sûr, le masque de Zelda que j'ai imprimé avant, on est des fois sur 7 changements de couleurs sur une seule couche. Mais c'est la seule machine sur le marché dans ces tarifs-là qui propose cette possibilité-là, tout simplement. Voilà, donc il y a du pour et il y a du contre. Maintenant, voilà, le point que je veux que vous reteniez, c'est je suis pas là pour vous vendre, entre guillemets, du Vortex et dire les autres c'est de la merde. Je les ai pas testés, donc je peux pas en parler plus que ça. Je me base juste sur des faits de disponibilité, sur des temps de vitesse connus, sur des capacités techniques que proposent les machines, et surtout c'est sur vos besoins. Vous voulez, voilà, faire, je dis que du Pokémon avec vos enfants par-ci par-là, bon, il y a pas mal de solutions qui existent. Vous avez un besoin plutôt de design, de conception, de création, vous avez besoin de flexibilité, voire d'imprimer sur plus de 4 ou 5 couleurs. Et bien là, à l'heure actuelle sur le marché, je ne vais pas dire de bêtises, mais il n'y a que celle-là. Et là, vous allez dégainer, mais Thomas, non, il y a le système Bondtech qui va sortir avec la Prusa X, la Prusa, la Core One, la Core One L, etc. Oui, d'accord, mais c'est pareil. Ce système-là a l'air élégant, mais il n'est pas disponible. Les prochaines, soi-disant, disponibilités, c'est dans, je crois, 6 mois, un truc comme ça. Plus le prix non négligeable. Une Core One L, pour des raisons de taille, le système Bondtech en plus, tout ça avec, alors on peut aller beaucoup plus loin, mais c'est un budget. Mais on verra ça dans 6 mois. Ce sera quoi dans 6 mois, ce que propose Bamboulab? Ça se trouve, dans 6 mois, ils auront optimisé le firmware, le machin, etc. Peut-être qu'on sera passé à 25 secondes, je dis une bêtise, hein, j'en sais rien, de temps d'impression. Bah, ce sera peut-être moins intéressant les autres solutions. Donc je suis pas en train de dire, c'est la solution ultime et à côté, c'est pas terrible. Gardez ces critères en tête, faites-vous votre liste de besoins que vous avez, à quel moment votre budget et tout, et vous regardez quelle est la solution la plus efficace pour vous et par rapport à votre budget. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous justement, quel est votre point de vue par rapport à ça. Donc, par contre, soyez constructifs, hein, pas de trucs, ouais, machin, ça c'est nul, le bidule chose. Oui, on peut toujours discuter, on peut faire des débats très très longs sur les systèmes ouverts open source, les systèmes qui sont fermés, etc. Il y a pas mal de discussions à faire, c'est pas le but hein, là-dessus. Mais justement, vous, comment vous percevez ces systèmes multicouleurs? Ça peut être vraiment intéressant d'avoir votre avis. Bref, pour conclure vraiment, vous avez compris, je suis super enthousiaste de cette machine. C'est ma machine principale. J'ai pourtant beaucoup d'imprimantes 3D et des imprimantes 3D qui maintenant vont prendre clairement la poussière au bénéfice de celle-là. J'oublie pas non plus que j'ai des machines qui prennent la poussière, mais qui coûtent aussi beaucoup moins cher, moins performant. C'est pareil, c'est une question aussi de position tarifaire et de besoin. J'ai la chance d'avoir une machine comme ça, je vais pas dire le contraire. Donc c'est sûr que je vais l'utiliser principalement. Maintenant, il y a des moments où elle est utilisée, donc j'utilise d'autres machines. J'ai aussi ce petit luxe d'avoir quand même pas mal de matos. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, voilà, votre avis sur ce long test quand même sur cette machine assez extraordinaire, j'avoue. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, donc Instagram, TikTok, Thread, tout ça. N'oubliez pas, sur Instagram, j'ai le fil, le canal de discussion, la vie de Polyworkshop, où c'est un petit peu, voilà, la vie au quotidien que je fais donc sur la chaîne comme ça, YouTube, mes petits work in progress, des petits retours de tests que je fais, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est quand même relativement cool, puis comme ça, interagir avec moi, vous pouvez réagir et même laisser des commentaires par rapport à mes publications. Vous avez bien évidemment le Discord de Polyworkshop pour poster vos créations autour de l'impression 3D, la gravure laser, le dessin, l'illustration, la 3D, tout ce que vous voulez. Bref, voilà, n'hésitez pas, la newsletter. N'oubliez pas, bien sûr, de liker la vidéo, enfin voilà, vous abonner, les choses assez classiques. Et bien sûr, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous. Bye bye.